Bienvenue sur le podcast de Quasi Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emna. Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi Demi afin de vous permettre de faire vos courses les yeux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain, grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quasi Demi. Je suis Emna et avec Alain, j'ai fondé le site Quasi Demi il y a 5 ans, avec pour vocation de proposer des produits sains, accessibles au plus grand nombre. À travers ce podcast, nous souhaitons aider les gens à mieux consommer pour la planète ou la santé en interviewant différents experts dans tous les domaines possibles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Dubois, fondateur d'Apivore. Salut Guillaume. Salut Emna. Écoute, je suis super heureuse de te revoir après 1 an. On s'est rencontrés sur un event il y a, ça va faire à peu près 1 an là maintenant. Donc, très contente de pouvoir t'inviter aujourd'hui dans le Quasi Talk et de pouvoir, t'entendre partager ton expérience avec Apivore, l'entreprise que tu as lancée. Tu nous en diras plus tout de suite. Mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter, Guillaume? Écoute, je suis ingénieur à l'origine. Je suis passionné par tout ce qui est innovation, tout ce qui est innovant et toutes les problématiques environnementales. Je pense vraiment que c'est un des grands défis de notre siècle et du coup, j'adore tous les projets qui aident à améliorer et à préserver l'environnement. Écoute, je pense que c'est une super cause. Et comme je l'ai mentionné, tu es le fondateur d'Apivore, qui était avant les Nouveaux Fermiers. Pourquoi est-ce que vous avez changé de nom? Alors, on a changé de nom pour Apivore il y a 1 an et demi. En fait, on voulait un nom qui soit plus rassembleur en fait et inclusif. Et puis, c'était aussi pour pouvoir aller à l'international. Au début, on disait aux investisseurs que à l'international, les nouveaux fermiers, ce serait les nouveaux fermiers. Et ça nous faisait beaucoup rire, mais en fait, ça ne marchait pas. Et Apivore, du coup, c'est un nom qui va nous aider pour l'international quand on ira là-bas. Super. Et donc là, maintenant, vous êtes présent où? En France? Ouais, pour l'instant, on est 100% France encore. On est en grande distribution dans toutes les grandes enseignes. Monoprix, Auchan, Carrefour, Géant, Casino, enfin, toutes. On fait des steaks végétaux, des aiguillettes végétales, des nuggets végétaux, des merguez végétales. On a une quinzaine de produits végétaux qui en fait ressemblent à la viande sur tous les aspects, en fait, le goût, les saveurs, la texture, les odeurs. Ça se cuisine pareil, ça se mange pareil, mais c'est 100% végétal. Donc ça ressemble à la viande, mais c'est 100% végétal. Et l'idée, c'est d'aider en fait tous les Français à diminuer leur alimentation carnée, enfin à diminuer notre besoin en viande entre guillemets, et d'avoir tous les bienfaits du végétaux. Donc les bienfaits pour sa propre santé, les bienfaits pour l'environnement. Nous, c'est pour ça qu'on s'est lancé à l'origine, et pour le bien-être animal évidemment. Et en fait, aujourd'hui, il y a un Français sur 2, tu vois, qui dit vouloir diminuer sa consommation de viande. Mais c'est difficile en fait pour beaucoup de Français parce que souvent, tu associes le fait de pas manger de la viande à quelque chose qui va pas être très bon et où ça va être un peu la punition en fait de manger végétal. Et nous, on voulait vraiment remettre le plaisir en fait au milieu de la table et de faire des produits qui soient très gourmands. On travaille avec beaucoup de chefs, notamment des chefs étoilés, pour faire des produits qui sont vraiment très gourmands et où tu as les mêmes recettes en fait que si tu mangeais de la viande, mais c'est végétal. Et du coup, tu vas croquer dans un bon burger, mais un burger qui avec va le être même sentiment, avec le même que si sentiment, c'était un vrai burger. mais ça va être végétal. Et qu'est-ce qui t'a fait lancer la boîte? Je sais que tu as fait du conseil, si je me trompe pas, avant. Tu as eu un déclic à un moment où tu t'es dit, bon, il faut que j'aide les gens à mieux consommer. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais passionné par les problématiques environnementales. J'avais travaillé avant dans les transports ou dans l'énergie. Et en fait, avec mon associé Cédric, on s'était rencontrés dans le conseil. On voulait lancer une boîte à impact environnemental. Et on réfléchissait à des idées et on s'est dit, en alimentation, il n'y a pas grand-chose en fait. Et on s'est dit, et si on aidait les gens à manger un peu plus de végétal? Et on a goûté plein de choses qui existaient en France et à chaque fois on disait c'est pas très bon en fait les substituts végétaux. Et on a eu envie de lancer notre propre marque. Et on a commencé comme ça en cuisine à faire des steaks végétaux tous les deux en cuisine. C'était vous les premiers grands chefs. Au début, ouais, c'était pas les meilleurs produits, je t'avoue. Tu m'étonnes. Et il y a quoi du coup dans les produits? Vous avez 15 produits, donc c'est différent en fonction de chaque produit, mais les ingrédients de base qu'on retrouve le plus, c'est quoi? Ouais, il y a des grandes lignes. La base en fait du produit, c'est les protéines végétales. Et donc c'est ça qui va t'aider à faire en sorte que tu aies autant de protéines que dans la viande, mais que ce soit végétal. Protéines de pois, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de pois en fait en France. Le pois, ça a tous les acides aminés essentiels. Donc la protéine de pois, c'est une super protéine. On a aussi du blé dans certains cas, du soja dans certains cas, qui est européen, sans OGM. Et donc ça, c'est les principales bases en fait de protéines.
Après, en fait, tu as des huiles pour avoir quand même un peu de gras. Pas trop, hein, mais un petit peu. Donc de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Du colza aussi, parce que c'est riche en oméga 3. Pour la texture, par exemple, on a de l'amidon de pomme de terre qui crée la texture, en fait, qui crée du liant. Pour la couleur sur les steaks, par exemple, on a de la betterave, parce qu'en fait, c'est rouge quand c'est cru, mais quand tu le cuis, ça caramélise, en fait, et donc ça devient marron. Tu sens pas le caramel, en fait, mais ça devient quand même marron. Et après, pour le goût, on travaille avec des nez. C'est un peu comme pour le vin. Et on vient en fait identifier quelles sont les molécules aromatiques quand on mange de la viande. Donc la note d'attaque, la note qui domine, la note qui rémane. Et on vient chercher en fait avec des végétaux fermentés les mêmes molécules aromatiques que dans la viande. Et du coup, c'est avec tout ce travail-là. Ça commence en fait en laboratoire agroalimentaire. Donc on a pas mal de brevets, on a de la technologie. Et ça finit en fait avec des chefs à la fin qui nous challenge, qui nous disent tiens, faut mettre un peu plus de ci, un peu plus de ça. Et c'est comme ça qu'on fait les produits. Vous avez une équipe du coup en interne, je suppose, avec des spécialistes là-dedans aussi. C'est ça. Aujourd'hui, on est une centaine en fait dans l'entreprise aujourd'hui. La moitié des gens sont des ingénieurs à peu près, et on en a une quinzaine qui sont vraiment spécialisés en fait recherche et développement agroalimentaire. Et aujourd'hui, le produit le plus bluffant que tu recommandes à quelqu'un qui est grand amateur de viande et qu'il faut convaincre, c'est quoi? Alors là, tu me demandes de choisir entre mes bébés. Donc c'est très difficile. Tu peux en donner 3 si tu veux. À 3 bébés. Non, mais celui que je conseille de goûter en premier, c'est le nugget. Parce qu'en fait, le nugget, dans un nugget de viande, en fait, il n'y a pas beaucoup de viande, déjà. Ouais. Et il n'y a pas le meilleur de la viande, clairement. Et d'un point de vue nutritionnel aussi, le nugget de poulet, c'est vraiment pas sain. Et nous, le nugget, c'est un peu le produit qui est le plus accessible un peu à tous. On a beaucoup d'enfants aussi qui aiment beaucoup notre nugget végétal. Et en fait, donc on est moins transformé qu'un nugget de viande. On est Nutri-Score A, on est vert sur Yuka, on a un nugget qui est très sain. Et d'un point de vue gustatif, on a plein de gens qui se trompent. On a une journaliste de France 2 qui s'est trompée en fait en direct. Elle a mangé notre nugget. Elle a fait un test à l'aveugle. Et elle s'est trompée. Elle pensait que c'était le nugget de viande. Et en test conso, assez souvent maintenant, le nugget, on arrive meilleur que les nuggets de viande. On bat les nuggets de viande avec le nugget végétal. Donc c'est vraiment celui qu'il faut goûter en premier. D'accord. Et alors après, les deux suivants? Après, ce qu'on aime bien, c'est la merguez et la chipolata, par exemple. Ouais. On a lancé les premières merguez et chipolata végétales. Et à la base, c'était un peu une erreur. On travaillait sur le steak, on a fait un steak un peu raté. Et on s'est dit, c'est de la farce. C'est de la farce qui peut devenir une saucisse. Et quitte à faire une saucisse, autant aller à fond et faire une merguez et une chipo. Et c'est un produit qui marche très bien. C'est un produit qui justement rassemble un peu tout le monde. Et les barbecues, en fait, c'est beaucoup des endroits où du coup on mange beaucoup de viande. Les gens qui vont vouloir manger du végétal vont se sentir potentiellement exclus. Oui, ils ont envie de se fondre un petit peu. Et du coup, c'est vraiment un truc, tu vois, où on garde le même usage. Nous, on aime bien cette idée on change pas les habitudes et on garde les mêmes usages, les mêmes recettes, mais on passe au végétal. Et c'est un des moyens d'accélérer la transition et d'aider les gens en fait à changer sans changer fondamentalement. Ok. Et côté production, vous faites comment? Alors là justement, on lance notre propre usine. Donc c'est un grand moment pour nous. En fait, elle est un peu au-dessus d'Orléans. Elle fait 5000 mètres carrés. C'est la plus grande usine en fait du domaine en France. Ah ouais, 5000 mètres carrés, c'est énorme ça. Et ouais, c'est très grand. Les bureaux sont à Orléans aussi ou ils sont à Paris? Alors non, ça va faire très peur à l'équipe si on dit ça. On a 2 bureaux maintenant. On a à Paris en fait où on a le siège et à Orléans où on a l'usine et une partie des postes en fait qui sont très associés à l'usine. C'est un site en fait on a racheté une friche industrielle il y a 1 an et demi. On a refait des grands travaux, on a détruit une bonne partie pour l'améliorer et l'agrandir, pour la remettre aux normes. Et on a installé toutes nos lignes et là on est en train de la démarrer. Et donc là ça carbure pas mal. Donc c'est déjà lancé là, vous produisez déjà depuis l'usine. Là actuellement justement on est en train de faire les tests, là en ce moment même. Donc on est en train de faire pas mal de tests depuis quelques semaines et puis on a encore quelques semaines. Mais donc on est pile dans le lancement. Qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision? C'est plus de flexibilité, vous voulez lancer plus de produits ou qu'est-ce qui a fait balancer votre choix? Ouais, c'est un peu ce que tu dis, il y avait un côté innovation, il y a des choses qu'on peut pas faire en fait quand on n'a pas sa propre usine. Il y avait des produits où on est limité, il y avait plein de choses en fait, plein d'améliorations qu'on avait envie de faire qu'on pouvait pas faire. Que là maintenant on peut vraiment faire, on a les bons équipements, tout ça. Il y a un sujet aussi de prix.
Nous, notre challenge, en fait, c'est de rendre les produits végétaux accessibles. Et aujourd'hui, les produits végétaux sont encore un peu plus chers que la viande. Et on veut vraiment que ça devienne moins cher que la viande. Et le fait de s'internaliser, c'est une des choses qui va nous aider à le faire. Et en fait, à terme, les substituts végétaux seront moins chers que la viande. Ok. Et parce qu'en fait, la viande, c'est fondamentalement non efficace. Une vache, par exemple, elle va manger 11 grammes de protéines végétales pour faire 1 gramme de protéines animales. Du coup, tu vois, une vache, c'est pas efficace en fait pour produire de la protéine. Il faut manger directement Ouais. la protéine à la source et en plus, on sauve la vache comme ça. Donc, il y a un sujet de prix et puis il y a un sujet aussi où la région centre, c'est une région intéressante pour nous parce que c'est une région agricole. Du coup, on a pas mal de fournisseurs en fait qu'on va pouvoir sourcer directement dans la région centre. Ah ouais, c'est super ça, parce que du coup, il n'y a pas trop de déplacements à faire pour ramener tous les ingrédients. Ouais. Et tu mentionnais le prix. Un steak, du coup, ça coûte combien? Nous, nos produits, tu vois que ça va du steak au lardon, allumettes, tout ça. On est entre en gros 3 euros et 4,50 € selon les produits. Là, les steaks, tu les as pour 4 euros. Tu as 2 steaks pour 4 euros. Et du coup, en comparatif à la viande, on est en général 10-15% plus cher par rapport à un équivalent vraiment carné. D'accord, ok. Donc, Euh, c'est pas non plus des différences énormes. En fait, l'inflation, il y a eu beaucoup d'inflation sur la viande qui Ouais. a réduit du coup l'écart en fait par rapport au végétal. Et la filière viande est une filière qui est très subventionnée en France. Donc c'est aussi pour ça qu'en fait en France la viande est pas très chère. Il y a des pays où la viande en Ouais. fait est plus chère parce qu'elle est plus au prix réel. Et en plus la viande qui est pas chère, c'est la viande qui est de pas très bonne qualité, qui vient d'élevage intensif. Et nous ce qu'on veut, c'est qu'en fait les gens qui se mettent à manger de la viande mangent plutôt de la viande de bonne qualité et qu'à terme en fait l'assiette principale ce soit du végétal et que ce soit moins cher que la viande. D'accord, ok. Et comment vous faites justement pour faire adhérer les mangeurs de viande? Quel est votre discours? Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre? En supermarché, est-ce que vous êtes dans les rayons viande ou à côté? Ça varie peut-être aussi en fonction des chaînes qui n'ont pas toutes les mêmes critères. Alors pour convaincre les gens, à chaque fois on fait goûter les produits. Et il faut vraiment goûter en fait le nuggets, goûtons le nuggets ou la merguez. En fait, quand on essaye de convaincre un viandard d'un point de vue théorique, il y a beaucoup de débats à chaque fois. Et est-ce que ça devrait s'appeler comme ça? Est-ce que ça devrait vraiment ressembler à la viande? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et on a beaucoup de débats théoriques à chaque fois. Et alors que quand on fait goûter, en fait, les gens se disent, ah, mais en fait, c'est bon. En fait, j'aime bien. Et du coup, ils commencent à se renseigner sur il y a quoi dans les produits et il y a quoi en fait dans la viande. Quand on regarde aussi la viande, qu'est-ce qu'il y a vraiment en fait dans ce qu'on mange dans la viande. Et on se rassure et c'est là où du coup les gens se transforment. Une anecdote, tu vois, justement, c'est on avait rencontré le chef des restaurants Robuchon, Éric Bouchenoir, qui est un gros viandard. C'est vraiment un gros viandard à la base. On l'avait rencontré il y a 2 ans et demi et il voulait absolument pas goûter nos produits. Enfin, il disait que c'était horrible ce qu'on faisait, que c'était vraiment pas bien, fallait pas faire ça. Quand on a fini par le rencontrer, il avait un sac à dos avec écrit fan de viande sur le sac à dos pour vraiment mettre l'ambiance Ouais. de là où on était. Et c'est vraiment un viandard convaincu. Et au final, quand il a goûté les produits, il a pas tout aimé, mais il y en a un ou deux qu'il a beaucoup aimé. Et il avait presque honte en fait d'aimer. Et il nous a beaucoup questionné après du coup sur il y a quoi dedans, etc. Et au final, il les a mis dans son restaurant. Et maintenant, tu vois, il nous aide des fois à faire les recettes en fait sur certains produits. Et c'est à l'image en fait un peu de ce qui se passe. Et il y a beaucoup de viandards où en fait ils ont juste besoin de goûter quelque chose de bon et ils changeront d'avis comme ça. Et on veut surtout pas forcer les choses. Ouais, il faut casser un peu le cliché du c'est parce que c'est du végétal que ça va avoir le goût d'un steak de légumes. Il y a des très chouettes choses qui se sont développées. Mais c'est vrai qu'initialement, quand tu allais dans les rayons, parce que moi je mange pas de viande depuis quelques années maintenant, mais il y a quelques années, quand j'ai commencé à être végétarienne, j'allais dans les rayons spécialisés justement pour les alternatives végétales. Mm. Et honnêtement, ça vendait pas du rêve, hein. Il y Ouais. avait des produits. Ouais, c'était vraiment, t'avais l'impression qu'on avait pris plein de légumes ensemble et qu'on en avait fait un gros steak et il y avait aucune Ouais. ressemblance avec de la viande, ça c'est clair. Ouais, l'offre est ultra limitée. Et même en restaurant, et même encore aujourd'hui, il y a plein de restos qui n'ont pas d'offre végétarienne, qui ont juste pas d'offre. Ou du coup, sinon, si tu vas dans un resto lambda, il faut du coup vraiment aller chercher les trucs, mais du coup, tu as beaucoup moins de chats que les gens qui mangent de la viande. Et c'était aussi une des choses qu'on voulait contrer, c'était de dire, bah, en fait, il y a beaucoup de recettes où il suffit de mettre un substitut Ouais. qui est aussi gourmand, et du coup, ça fait un plat végétarien. Et du coup, pour revenir sur ma question, là maintenant, dans les supermarchés, Ouais. vous êtes en général plutôt côté viande ou plutôt côté alternative végétale?
Alors, on a beaucoup changé d'avis sur le sujet. Donc, si quelqu'un a un bon avis, qu'il n'hésite pas à me contacter. Il y a beaucoup d'études, en fait. On a changé, en fait, plusieurs fois. Au final, maintenant, on est plutôt au rayon traiteur, végétal, du coup. Parce que, en fait, les gens sont un peu plus ouverts d'esprit quand ils passent par ce rayon-là. On essaye d'être quand même à des endroits où c'est visible, parce que ça, c'est important. Et surtout dans les grands magasins. On veut pas être au milieu en fait de la viande. S'il y a un énorme rayon de viande, on veut pas avoir juste un petit produit comme ça, parce que du coup on devient invisible. Et par contre, ce qu'on veut, c'est faire croître la catégorie. On trouve qu'en supermarché, en fait, la zone pour les produits végétaux est encore beaucoup trop petite. Ouais. Et on travaille en fait avec la grande distribution pour agrandir en fait la zone et faire une vraie zone en fait catégorie végétale qui va attirer en fait les consommateurs. Et tu vois par exemple, la France, on est le pays en Europe, on est un des pays en Europe où le marché est le plus petit par rapport au nombre d'habitants. Et c'est dingue parce qu'on croit qu'en fait la France, on est très environnemental, etc. Ouais. Et alors qu'en fait, on est un des pays, en fait, on est les moins végétariens en Europe. Et les Pays-Bas, par exemple, la grande distribution aux Pays-Bas a beaucoup fait grandir les catégories du végétal. Et c'est une des raisons qui a fait qu'aux Pays-Bas, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont devenus végétariens et que le marché a beaucoup grandi. C'était notamment grâce à l'impulsion de la grande Ouais, distribution. d'accord. Ouais, donc il faut essayer de créer cette même impulsion. En France, tu as l'impression que ça bouge là? Oui, oui, ça, en fait, le marché grandit justement. Chaque année, le marché grandit un petit peu. La grande distribution fait un petit peu plus de place. Néanmoins, ouais, on trouve que ça bouge encore trop lentement, et donc il faut accélérer, mais ça bouge. Ok, ok. Et aujourd'hui, vos clients principaux, c'est des gens qui sont végétariens à 100% ou ça va être des gens en fait qui sont flexitariens ou des consommateurs de viande, un mix des deux? Bah, justement, c'est plutôt en fait les gens qui mangent encore de la viande et les végétariens qui sont végétariens depuis plusieurs années, bah peut-être comme toi du coup, il y a beaucoup de gens qui du coup ont un peu oublié le goût de la viande et qui recherchent plus en fait vraiment le Ouais, goût de la viande. Par contre, soit les végétariens qui sont végétariens depuis pas très longtemps, ou les gens qui aiment beaucoup la viande et qui arrivent pas trop à s'en passer, ou qui ont pas des convictions assez fortes en fait pour s'en passer. C'est plus tous ces gens-là qu'on vise et qu'on arrive en fait à convertir un peu au végétal. Il y a des gens au final qui finissent par devenir full végétarien, mais en fait on s'adresse à tous les gens, tu vois, qui sont dans une transition, qu'elle soit tu vois au début ou à la fin. Mais voilà, nous 80% de nos clients sont pas végétariens. ouais. Et je pense que c'est comme ça que tu auras le plus d'impact. Exactement. C'est en touchant, parce que la majeure partie de la population, pour le moment, n'est pas végétarienne. Donc, si tu veux avoir plus d'impact, c'est en effet en touchant cette partie-là. Exactement. Tu sais, nous, on s'intéresse beaucoup à la santé. On sélectionne tous les produits sur base des compositions sur Quasi-Demi. Ouais. On dit souvent que les produits, les alternatives végétales, ce sont des produits ultra transformés dans lesquels on a des listes d'ingrédients à rallonge, dans lesquels on connaît pas les ingrédients. Comment est-ce que vous vivez ça chez vous? Est-ce que vous êtes obligé d'aller mettre des additifs, etc., pour pouvoir rapprocher le goût un maximum des produits animaux? Ou est-ce que vous avez réussi à faire ça en gardant un maximum de produits naturels, non transformés, dans les produits que vous avez développés? Ouais, c'est un sujet en fait qu'on regarde avec beaucoup d'attention. On a une nutritionniste en fait maintenant en interne depuis un an à peu près. En fait, on fait attention à ce que tous nos produits, tu vois, soient déjà Nutri-Score A et vert sur Yuka. Et ça, c'est en fait c'est les bases du coup de la nutrition, c'est d'être avoir des protéines, ne pas avoir trop de gras et surtout pas trop de gras saturé, ne pas avoir trop de sel, avoir des fibres. Sur les sujets additifs, en fait, soit ne pas en mettre, soit s'autoriser à en mettre un ou deux qui vont être nécessaires, mais qui vont être complètement sans risque. Et en fait, c'est pas tant, enfin, le point de vue de la science, c'est que c'est pas un sujet de transformation, c'est un sujet de nutrition et d'additifs. Et c'est là où, du coup, une application comme Yuka capture bien ces choses-là. C'est entièrement vrai qu'en moyenne, les aliments transformés sont moins sains. C'est une moyenne, en fait, c'est une corrélation, c'est pas une causation. C'est parce qu'en moyenne, les aliments transformés, bah, il y a plus de gras, il y a plus de sucre, il y a plus de sel pour rajouter du goût. Et aujourd'hui, en fait, les 2 tiers de ce que tu achètes en grande distribution, c'est transformé. Mais du coup, faut savoir, en fait, identifier ce qui est gênant de ce qui n'est pas gênant. Et c'est là que Yuka ou que le Nutri-Score est quand même un guide, même si c'est pas parfait, c'est un bon guide. Et voilà. Et en fait, c'est ça qui a fait notre point d'entrée au début, qui était une source de différenciation. C'était d'avoir des produits qui soient à la fois gourmands et sains, et de pas choisir soit entre le produit médicament mais qui va pas être bon, soit entre le produit bah on va se faire vachement plaisir mais qui va pas être sain et que, du coup on va pas pouvoir prendre au quotidien. C'est ça qui fait que bah voilà tous nos produits du coup atterrissent bah vers sur un Yuka ou sur le Nutri-Score
C'est parce qu'en fait, dès le début de la conception du produit, on prend ces contraintes en considération. Ouais. Bah, écoute, bravo, parce que ouais, je sais que c'est pas facile et si vous voulez réussir à convaincre les viandards, comme tu les appelles, de switcher, c'est clair qu'il faut faire attention au goût et pas juste proposer un produit qui est sain et je pense que c'est un pari réussi de votre côté. Une des raisons, la raison principale même pour laquelle moi je voulais t'inviter dans le podcast, c'était aussi pour que tu nous expliques pourquoi tu as décidé de lancer Apivore. Tu le mentionnais, il y a une question de valeur. Tu penses qu'il y a quelque chose, il y a les enjeux environnementaux qui sont importants derrière. Du coup, ma question, c'est en quoi les substituts végétaux font la différence en termes d'écologie, d'impact sur l'environnement par rapport à la viande. La viande, en fait, c'est 15% des émissions de CO2 dans le monde et c'est 15% aussi en France. C'est le même chiffre en fait sur la France et sur le monde. Donc c'est une énorme partie en fait du problème. Tu peux expliquer pourquoi? Comment ça se fait que c'est si polluant? Qu'est-ce qui pollue exactement? Ouais, dans l'ordre, c'est viande rouge, viande rose, enfin le porc, et viande blanche. Et le premier poids à chaque fois, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation des animaux. Et en fait, ça, pour alimenter les animaux, vu qu'il faut beaucoup de végétal en fait pour les nourrir, bah ça a un poids environnemental parce que c'est des champs, c'est de la transformation. Et donc tout ça, in fine, bah, c'est du pétrole. Et du coup, c'est toute l'alimentation en fait des animaux. Et donc, je te donnais l'ordre de grandeur de 11 grammes de protéines végétales pour 1 gramme de protéines animales. Ça, c'est le chiffre pour les viandes de bœuf. Et l'élevage extensif est toujours mieux que l'élevage intensif, parce qu'en élevage intensif, on nourrit les animaux au grain. Donc là, c'est typiquement, on va donner du soja ou du maïs au bétail. Et donc là, c'est vraiment le pire. Mais donc, tu as l'alimentation qui est un des gros postes. Un deuxième gros poste, pour les bovins typiquement, ou pour les gros animaux, c'est la fermentation entérique. Donc c'est les rots de vaches en fait qui vont faire du méthane et donc ça a un fort impact en fait en équivalent CO2. Et puis après tu as toutes les autres filières en fait de transformation etc. Mais là qui vont être proches en fait du reste de l'agroalimentaire. Mais les deux gros postes en fait c'est alimentation des animaux et la fermentation entérique en fait pour les bovins. Et c'est ça qui fait que du coup, au niveau global, ça pèse sur 15% des émissions de carbone. C'est un chiffre tout le monde est d'accord pour dire que c'est un chiffre sous-estimé, mais à la limite, 15%, ça suffit déjà à dire que c'est un gros chiffre. C'est colossal, et que c'est une énorme partie du problème. Et en fait, le truc avec l'alimentation, c'est que, c'est un des postes en fait dans le monde où il y a le moins d'action d'un point de vue étatique pour changer les choses. On parle énormément des transports et énormément de l'énergie, alors que c'est un poste équivalent en fait à l'alimentation, voire moindre. Hein. Mais par contre, à titre individuel, la première chose qu'on peut faire en fait pour améliorer son impact environnemental, c'est l'alimentation. Et donc ça, il y avait une étude notamment de The Shifters, mais il y en a plusieurs, qui explique qu'en fait, à titre individuel, si tu veux réduire ton bilan carbone, il y a plein de choses que tu peux pas faire en fait parce que tu peux pas faire sans changer complètement ton mode de vie, mais tu vas quand même vouloir chauffer ton habitation, tu vas quand même vouloir te vêtir un minimum, il y a plein de choses qui fait que tu as de base en fait un bilan carbone. Et si tu as une électricité qui vient il y a 4 centrales à charbon encore en France, mais du coup tu n'as aucun impact sur fermer une centrale à charbon en France. Par contre, ton alimentation, c'est la première chose que tu peux faire qui a un vrai impact en fait majeur sur le climat. Et du coup, c'est l'alimentation en premier à titre individuel. Et à titre individuel, on dit que tu peux faire la moitié du chemin. Un Français moyen émet 10 tonnes de CO2. Tu peux passer à 5 tonnes de CO2 sans énormément de complications. Ouais. Et la première chose à faire, c'est de devenir végétarien. Et après, voilà, il y a d'autres choses que tu peux faire. Mais du coup, c'est ça un peu qui nous plaisait dans l'agroalimentaire. C'est de se dire, on a quelque chose où c'est ultra concret. On parle à chaque fois de plein d'environnement, de plein de choses théoriques qu'on pourrait faire, etc. Mais là, c'est concret. C'est à chaque repas végétarien qu'on mange, on a un impact positif. À chaque repas, et ça c'est ultra concret. Et on trouve ça redonne un peu le pouvoir en fait aux gens en tout cas, on peut avoir un impact personnel. Ouais. Et alors même si ça vient de loin, parce que c'est vrai que moi par exemple on m'a déjà dit souvent, en fait Emna, tu penses que tu réduis ton impact environnemental, mais tu consommes quand même parfois certains produits qui sont pas sourcés localement. Est-ce que ça c'est pas plus polluant? Ouais. Parfois c'est une bonne remarque en fait. Ça dépend en fait des types de produits. Sur la viande, il y a énormément de marge parce que nous justement on a fait faire une analyse indépendante de notre impact environnemental. En moyenne, on fait 12 fois moins de CO2 que l'équivalent carné. 12 fois moins de CO2. Et bon, nos ingrédients sont tous sourcés soit en France, soit en Europe. Donc ça diminue notre impact.
Mais même si en fait on sourçait tu vois, aux États-Unis, ce qu'on fera pas, mais même si on faisait ça, le 12 fois moins serait peut-être, tu vois, 11 fois moins, mais ça changerait pas grand-chose. Le premier truc qui fait qu'il y a un impact environnemental, c'est plutôt quel est le type de choses que tu manges. Si tu manges de la viande, même si tu manges une viande qui est juste à côté de chez Ça toi, pollue plus quand même que... ça pollue plus. Ouais. En général, il y a beaucoup de cas où en fait la logistique n'est pas le problème majeur en fait du CO2. Ça dépend sur quel type de produit, mais c'est plus, tu vois, en général, c'est plutôt le type d'agriculture qui a été fait. Typiquement les amandes, on parle beaucoup des amandes aussi qui ont un impact négatif, mais en général, c'est les amandes où par exemple on fait beaucoup d'hydratation. Enfin, pardon, quand on fait un grand réseau d'eau en fait juste pour aller, parce que les amandes ça consomme beaucoup d'eau. Si tu fais un grand réseau d'eau pour amener de l'eau pour des amandes dans un lieu où en fait t'aurais pas dû faire des amandes, et ben là il y a un gros impact énergétique. Si tu les fais à des endroits où tu as les conditions naturelles pour les faire, bah là t'as pas d'impact CO2. Donc la réponse est un peu oui et non, ça dépend. Il faut vérifier chaque chose qu'on consomme en fait. Mais en fait ça dépend en fait des produits. La viande locale, ça aura toujours un impact majeur sur le CO2. Les produits végétariens, c'est déjà toujours beaucoup mieux que de manger du carnet. Ouais. Et on parle il y a la viande, mais il y a aussi le fromage qui est pas terrible en vrai. Ouais, bien sûr. C'est des produits dérivés qui en effet sont aussi assez polluants. D'ailleurs, quand tu regardes les listes des produits dont l'impact CO2 est le plus élevé, les fromages sont aussi en haut de la liste. Il y a ces listes qui sont d'ailleurs disponibles assez facilement sur Internet. Tu mentionnais tout à l'heure, tu disais que le marché de la viande était très subventionné en France. Comment c'est possible aujourd'hui, alors que quand tu lis les accords de Paris, tu vois les objectifs qu'on se fixe, etc. Comment c'est possible que ce soit encore autant le cas? Et pourquoi est-ce qu'on ne subventionne pas plus justement les entreprises comme la tienne ou les initiatives comme la tienne qui aident les gens à réduire leur impact environnemental? Bah là, c'est un truc assez ambivalent justement, et typiquement le positionnement un peu de la France typiquement sur le végétal, c'est que d'un côté, nous on a eu des subventions justement françaises, tu vois, on fait partie du programme France Relance et du plan Protéines France, parce que au niveau de l'État, les gens sont conscients que le végétal c'est très bien pour l'avenir, et on peut vraiment faire un pôle français qui rayonne en fait dans le reste de l'Europe, parce qu'il y a de la R&D, il y a de l'industriel, il y a plein de choses. Et donc d'un côté en fait la France stimule en fait le végétal par ce canal. D'un autre côté, il y a énormément en fait d'emplois liés à l'élevage, et du coup les politiques sont mais ultra prudents. Typiquement le précédent ministre en fait de Normandie de l'agriculture était très en fait défenseur de l'élevage et pas du tout du végétal, parce qu'il disait pour un métier dans le végétal il y a 99 métiers en fait dans l'élevage. Et du coup, c'est un sujet politique assez compliqué où les gens en général prennent pas position et ils préfèrent éviter de rentrer trop dans les discussions. Tu dois tous les embaucher en fait. Exactement. Mais on embauche justement à l'usine. Ça, je suis très fier. À l'usine, on embauche pas mal de gens qui ont des ouvriers qui avant travaillaient dans le monde de la viande. Et c'est justement, c'est en fait de dire c'est normal. En fait, le monde change, l'économie doit changer. Il y a des postes qui vont changer, mais quelqu'un qui a travaillé dans la viande peut en fait travailler dans le végétal après. Et nous, chez nous, il y a plein de gens qui ont avant travaillé dans le monde de la viande. Ça nous est utile, en fait, parce qu'il y a des équipements qu'on utilise qui sont des équipements qui sont utilisés dans la viande. Donc, il y a plein de débouchés possibles. Nous, notre vision, justement, c'est qu'il doit y avoir une transition et que cette transition, en fait, ça peut se faire avec de la bonne humeur. Écoute, super. Faut toujours tout faire dans la bonne humeur. Ouais. Tu vois une croissance là aujourd'hui du coup vers les alternatives végétales? Ouais, c'est en croissance. On voit une croissance en fait il y a 10% de croissance à peu près par an. Ouais. Donc c'est pas mal. Ça pourrait honnêtement être mieux parce que oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, la France avec l'Espagne. On est déjà en retard. Ouais, on est les deux plus gros mangeurs de viande en fait en France et en Espagne. Donc faut vraiment accélérer. Ouais. Et donc il y a une transition qui est en train de se faire. Il y a de plus en plus de restos justement qui maintenant ont des offres végétariennes. Néanmoins, voilà, on trouve vraiment que ça devrait aller plus vite. Tu vois, par rapport à ta question de tout à l'heure, ouais, ça va pas assez vite. Ça devrait aller plus vite. Comment faire pour aller plus vite? Je sais pas. Faut en parler partout autour de nous pour accélérer les choses. C'est pour ça que je t'invite. Hein. Exactement. Mais non, ça doit grandir encore plus vite. Aujourd'hui, la répartition de vos ventes entre les produits que vous vendez directement à des consommateurs en supermarché ou les produits que vous vendez dans les restos, c'est quoi? C'est plus ou moins la même chose? Ça a beaucoup évolué. En fait, au tout début, on était à 50-50. Voire au tout début, en fait, on vendait un peu plus en restaurant qu'en grande distribution. Ça a évolué. Maintenant, on a plus de grande distribution que de restauration. Et ça risque de continuer un petit peu comme ça.
Tout simplement parce que si tu es quelqu'un de représentatif, tu manges plus souvent à la maison qu'au restaurant, Ouais. in fine. Et du coup, le monde alimentaire de la grande distribution est plus grand que le monde alimentaire de la restauration. Donc ça va continuer comme ça, on pense. Mais nous, en fait, pour nous, les deux canaux sont intéressants. Et puis on fait aussi un petit peu de e-commerce, où c'est là qu'on a nos ultra fans. On a pas mal de gens qui remplissent en fait leur frigo ou leur congélo avec nos produits. Et eux, en fait, du coup, on a un canal direct un peu de communication avec ces gens-là en e-commerce. Et c'est en fait comme ça qu'on s'est lancé à nos tout débuts. Parce qu'au tout début, en fait, on s'est lancé pile pendant le Covid. Ouais, bah c'est là que moi, je vous ai connu pendant le Covid, justement. Et j'étais une de ces ultra fans qui était ravie de vous livrer à domicile parce que, figure-toi que, bah, forcément, comme beaucoup, aller en supermarché, on préfère éviter. Et du coup, j'ai passé une énorme commande. On a été avec quelques personnes de notre équipe dans le sud de la France pour passer un peu le confinement ensemble. Et donc, on a fait une énorme commande chez vous. Et on était très heureux de pouvoir C'était vous la commande. C'était nous, je sais pas, mais je sais qu'on avait passé une bonne commande pour tenir quelques jours sans devoir aller en supermarché. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, notre lancement en grande distribution et en restaurant, c'était synchronisé et c'était le lundi où on a confiné la France. Ah ouais, bon timing, c'était ça. pile le lundi. Et en fait, les restaurants, bah, du coup, bah, ça a coupé. Ça a coupé. Et la grande distribution, ils ont coupé aussi, en fait. Parce qu'ils ont dit, on se recentre sur les produits, de première nécessité. les produits, voilà, de première nécessité qu'on vend déjà beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a lancé le e-commerce. À la base, on voulait pas faire de e-commerce. On a lancé le e-commerce qui a du coup lancé un peu notre activité. Et c'est 2 mois après qu'on est revenu avec les restaurants et la grande distribution. Et aujourd'hui, l'e-commerce fonctionne bien. C'est un gros canal de vente pour vous? Ouais, ça tourne justement. C'est assez stable. Et on est aussi en e-commerce sur la grande distribution. Mais nous, en fait, c'est un canal assez stable. Mais vu que tu peux acheter que nos produits, du coup, c'est plus les gens qui nous connaissent vraiment bien qui commandent sur le e-commerce. Ouais. C'est des conditions du coup assez intéressantes. Mais c'est vraiment les gens qui commandent plusieurs kilos de produits. Et pour les gens qui découvrent plus, bah, c'est en grande distribution ou au resto. Ok, d'accord. Pour revenir sur les restaurants, on voit aussi de plus en plus de chaînes de fast-food maintenant qui s'y mettent et qui font des burgers végés, par exemple, ou des nuggets végés, etc. C'est quoi ton avis là-dessus? Si je me base sur ce que tu as dit jusqu'à présent, j'ai l'impression que il faut avoir plus d'impact pour avoir plus d'impact, ben, il faut que tout le monde distribue les produits. Tu me confirmes bien ça? C'est exactement ça. Et en plus, en particulier, en plus le fast-food, parce que le fast-food, c'est en général, c'est quand même vraiment pas la meilleure viande. Du coup, c'est vraiment la viande qu'il faut remplacer. Et en plus, en général, c'est de la viande que tu sens pas du tout. Et si tu prends un burger au McDo ou au Burger King, le steak qu'il y a dedans, il a vraiment pas un goût de viande, en fait, c'est plus une texture. Et ce qui fait le goût, c'est la sauce et c'est tout le reste. Et à l'aveugle, là, franchement, tu vois pas la différence entre un burger végé et un burger de viande. Pareil pour les nuggets. Donc je trouve ça vraiment très bien que le monde du fast-food s'y mette. Ok. Mais du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que en fait, vous aimez bien les concurrents parce que ils permettent d'agrandir les rayons en supermarché, ils permettent aussi de développer plus d'opportunités dans les restaurants, etc. Est-ce que tu vois ça comme un effort commun, du coup, plutôt que comme de la concurrence, comme on pourrait le voir dans d'autres secteurs ou dans d'autres types d'activités? C'est ça, c'est un mélange un peu entre, évidemment, tu vois, d'un côté, c'est toujours un petit peu des concurrents. D'un autre côté, on fait grandir le marché ensemble. Tu vois, notre marché fait 1% du marché de la viande. Donc en fait, on est encore tout petit par rapport à la viande. Donc l'idée, c'est vraiment notre vrai concurrent, entre guillemets, c'est la viande et principalement la viande de mauvaise qualité, donc qui vient d'élevage en fait intensif. C'est vraiment celle-là qu'on va concurrencer et qu'on veut réduire, qui est vraiment la viande qui a pas un bon impact environnemental, ni sanitaire, ni encore pire de bien-être animal. Donc c'est celle-là qu'on veut remplacer. Et oui, du coup, tu vois, nos concurrents, bah, on fait grandir le marché, on fait grandir les rayons en grande distribution. Donc c'est un petit mélange c'est un peu comme si tu vas courir un semi-marathon avec tes amis, bah, d'un côté, t'as un peu envie d'être devant eux, mais t'es t'as content envie d'être d'être avec eux, mais aussi. t'as envie de... Super. Est-ce que tu penses du coup que en fait tout le monde va devenir aujourd'hui végétarien à 100% ou est-ce que flexitarien c'est déjà très bien et c'est peut-être un premier step pour encourager déjà pas mal de monde dans une transition qui va pas être aussi facile pour tout le monde, ça c'est sûr. Bah, en fait, je sais pas, tu vois, l'effort que les gens seront prêts à faire et le temps que ça va prendre. Ce dont je suis sûr, tu vois, c'est que pour moi, à long terme, le marché de la viande doit réduire
à minima de x2 ou x3. À minima, enfin, ça doit être un énorme changement, ça doit pas être juste un petit peu incrémental. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont devenir végétariens sur du long terme, et c'est très générationnel. Il y a beaucoup de changements où il faut une génération en fait pour faire un changement. C'est vrai que nous on est déjà beaucoup plus habitués en fait que nos parents ou que nos grands-parents, donc la transition sera probablement plus facile d'ici quelques années. C'est ça. Nous on a beaucoup de jeunes dans nos clients. Il y a un peu tous les âges, mais on a notamment on a une petite partie en gros solide où c'est des jeunes, notamment des très jeunes en fait, enfin des ados qui se disent je veux vraiment changer les choses et qui remettent pas mal le statu quo en cause. Et donc là il y a un peu un noyau dur. Je sais pas, tu vois, si tout le monde deviendra végétarien. Par contre, je suis sûr que aujourd'hui c'est la norme, tu vois, dans un repas d'avoir une viande. Et je suis sûr que demain ce sera plus la norme d'avoir une viande dans un repas. Ça, j'en suis sûr. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment envie que ça devienne comme ça. Ben écoute, j'espère que ce sera le cas. On arrive petit à petit au bout du podcast, mais forcément, une des questions à laquelle tu vas pas échapper, c'est quoi les futurs projets pour Apivore? Comment tu parlais du fait que là, vous allez internaliser la production. Vous êtes déjà en train de commencer. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Oui, il y en a plein. Donc déjà, c'est bien réussir notre lancement industriel. Là, on est en plein dans le lancement, mais du coup, ça va grandir. Tu vois, on a maintenant des ouvriers, enfin c'est différent en fait, et franchement on est très fiers de ça. Combien de temps il a fallu? C'était 1 an et demi à peu près. Ouais, donc vous avez quand même été assez vite. C'était 1 an et demi à peu près, et effectivement ça peut être plus long. Et on veut beaucoup grandir encore en France. Pour l'instant la majeure partie des magasins on n'y est pas encore, et donc on veut que ce soit à l'inverse. On est à peu près justement à la moitié ces temps-ci, donc on veut vraiment grandir en France. Vous êtes où dispo là maintenant pour que les auditeurs puissent te retrouver après? Ouais, on est dans toutes les enseignes en fait de grande distribution, Monoprix, Auchan, Leclerc, Géant, Casino, toutes les grandes enseignes, dans un magasin sur 2 à peu près, en moyenne. C'est déjà pas mal. Et c'est ça. Et sinon les restos sont indiqués sur notre site, ou sinon sur notre site il y a aussi notre e-commerce. On va lancer des nouveaux produits. Aussi, on va continuer de travailler sur des nouveaux produits. Attends, par rapport à ça, moi j'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Est-ce que vous allez un jour faire du poisson végétal? C'est dans les projets ou pas du tout? Donc ouais, en fait, on va lancer du poisson en avril. Ok, d'accord. Génial. Ben voilà, il y aura une grande annonce à ce moment-là. Et vous lancez quoi du coup? On lance des bâtonnets de poisson pané. Et c'est pareil, parce qu'en fait, il y a beaucoup de problématiques de surpêche, clairement. Et dans le poisson pané, c'est pas forcément le meilleur du poisson aussi. Ça fait quelques temps qu'on travaille sur un bon poisson pané qui va satisfaire tout le monde. Et dans les futurs projets aussi, il y aura le fait d'aller à l'international. Ça, c'est pas pour tout de suite, mais on y pense et on s'y prépare. On a beaucoup d'auditeurs qui sont belges. Vous êtes déjà disponible quelque part en Belgique? Alors justement, notre site de e-commerce est en train de devenir accessible en Belgique. Super, mais donc on tiendra les clients informés dès que vous serez dispo. Et puis le jour où vous êtes sur Quasi-Demi, parce que nous on a des projets de développer le frais. Très bien. Pour le moment on le fait juste de manière assez isolée parce qu'on a lancé un petit pilote, mais on a pour projet de le développer partout à travers la France et la Belgique. Donc le jour où vous êtes sur Quasi-Demi, et moi j'aime beaucoup vos produits, donc j'espère qu'on arrivera à trouver un chouette accord. Vous toucherez nos amis les Belges et peut-être nos amis les Hollandais, etc. Parce que volontiers. On a pas mal de projets qui arrivent, donc ça peut être très très cool. Volontiers. Génial. Merci beaucoup Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter, des questions que je t'ai pas posées, dont les réponses pourraient intéresser les auditeurs, ou quelque chose que tu veux partager que t'as pas dit? Le point le plus important, je pense, c'est d'aller goûter les produits. On l'a bien compris. D'aller goûter soit le nugget, soit les merguez chipot ou les aiguillettes. Génial. Écoute, c'est des bonnes premières dégustations. Écoute, on va aller goûter les produits pour changer le monde et réduire nos émissions carbone. Je te remercie encore infiniment pour ton temps et on se revoit bientôt, j'espère. Ouais, top. Salut. Merci beaucoup. Vous avez aimé ce podcast? N'hésitez pas à le noter, à le partager auprès de vos proches ou à laisser un avis en commentaire. Ces petits gestes nous permettent de faire grandir le Quasi Talk et d'aider ainsi plus de gens à booster leurs habitudes dans le bon sens. Et dernière chose, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt!